Bonjour à toutes et à tous, ici Thomas et Adrien pour Pop News, votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Oui, je fais pas d'habitude une introduction comme ça, je me suis surpris moi-même. Elle est bien. Mais comment ça va, Adrien? Bah ça va très bien, elle est très bien ton introduction, j'aime beaucoup. Bah ça va, mois de juillet qui s'annonce plutôt ok, les élections sont passées, les gens sont allés voter, la France est toujours, alors on enregistre dans la compétition de l'Euro, on va voir ce qui se passe, mais là on est en demi-finale contre l'Espagne, donc on croise les doigts. Si vous nous écoutez dans le futur, ça se trouve, on est en finale. Ça se trouve pas du tout. Et ça se trouve pas du tout, mais on y croit. Et puis sinon, beaucoup de news. Aujourd'hui, pas mal de news. Ouais. Et un sujet qui se prête bien à l'été aussi, parce qu'on va parler blockbuster. Exactement, l'été sera beau, l'été sera chaud, peut-être. Et s'il n'est pas si chaud, c'est pas grave, on ira dans les salles obscures, au cinéma, puisque le sujet de la semaine, c'est notre classement en fait des films qu'on attend le plus et qu'on a le plus envie de voir, qui vont sortir du coup pendant cet été, donc juillet-août. Avant ça, on aura bien sûr les grosses news de la semaine, les brèves également de la semaine, un point box-office avec Adrien, ensuite le gros sujet, le radar des sorties, et les recos de fin d'émission, parce que moi il faut que je vous parle d'un film quand même, on en a parlé la semaine dernière, et je suis allé le voir depuis, donc je pourrais vous faire mon retour sur le conte de Monte Cristo. Exactement, je crois qu'on peut y aller là-dessus. Avant ça, on va quand même vous rappeler les petits likes, les petits commentaires, les abonnements, les cloches, bref, tous les boutons qui sont sur les réseaux sociaux où il y a écrit Pop News, vous cliquez dessus. C'est simple. Abonner. C'est simple. Voilà. Les petites étoiles aussi. Les petites étoiles sur les plateformes Spotify, de podcast, bien entendu. on a de plus en plus de ratings, enfin voilà, d'évaluations positives, et notamment sur Spotify. On a, c'est pas pour se la jouer, mais c'est notre podcast, on peut se la jouer. On a 4,9 sur 5 sur Spotify avec quasiment 80 votes, ce qui est pas mal du tout. Hein, ça veut dire que pas vous êtes assez. très content. Mettez plus de 5 étoiles, merci. C'est pas assez, bien sûr. Mettez 10 sur 5. Non, mais ça nous fait très plaisir parce que ça veut dire que voilà, vous écoutez et vous appréciez aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça. Nous, ça nous aide énormément parce que voilà, c'est la passion, hein. Clairement c'est la passion qui nous fait exister, qui nous fait vivre et qui fait vivre ce podcast aussi. Mais pas que, je te laisse aussi dire exactement, si vous voulez l'aider à pérenniser un petit peu notre activité sur le podcast, vous pouvez aussi nous donner un petit peu de deniers, de sous-sous sur notre page Ko-fi et participer directement à l'émission via des questions auxquelles on se fera un plaisir de vous répondre. Merci évidemment à nos soutiens qui nous soutiennent déjà et à ceux qui nous rejoindront très prochainement. On vous fait juste un petit rappel également que vous pouvez aussi participer à la communauté rapprochée sur notre page Discord, de plus en plus active, donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? C'est tout, hein, je vais pouvoir y aller. C'est l'heure des news, mesdames et messieurs. Je commence, me semble-t-il. Non, c'est toi. C'est moi, monsieur. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Je commence avec une nouvelle pas très très réjouissante, puisqu'en fait c'est le décès de John Lando. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais dans le milieu du cinéma et notamment Hollywood, c'était un grand nom, et c'était surtout le producteur d'Avatar et de Titanic. Il est décédé là ce week-end, le 5 juillet dernier, et c'était un producteur américain qui avait collaboré avec James Cameron, comme je l'ai dit, donc sur Titanic, Avatar, et qui a eu d'autres films à son crédit. Il avait 63 ans. Il est décédé des suites d'un cancer. Donc c'était assez fulgurant, personne n'en avait parlé vraiment avant. En tout cas, on était surpris d'apprendre cette news-là. Et comme j'ai dit, il était connu pour son travail, donc notamment avec James Cameron, mais il a aussi participé à d'autres films en tant que producteur, comme Chérie, j'ai raté les gosses, Dick Tracy, Maman, j'ai raté l'avion, Madame Doubtfire, et encore une fois avec James Cameron, True Lies. Sur les réseaux sociaux, c'est sa sœur Tina qui a exprimé sa tristesse suite à son décès, et évidemment James Cameron, qui était très très proche de son ami et collaborateur de longue date, a justement parlé en disant qu'il était extrêmement triste. Donc vraiment une nouvelle un peu surprise finalement, parce qu'on ne savait pas qu'il était atteint d'un cancer, et qui va sûrement aussi un peu impacter la suite de la carrière de James Cameron, parce que c'était son protégé, c'est lui qui vraiment communiquait en grande partie avec le réalisateur, notamment ces dernières années avec les sorties de Avatar 1 et 2. On se rappelle qu'il y avait beaucoup d'infos sur les suites d'Avatar qui étaient dévoilées par John Lando, et là on pense que forcément ça va changer un petit peu la donne, quoi.
Bah, c'est clair, John Lando, effectivement, c'était un petit peu le communicant que James Cameron n'est pas toujours, dans le sens où c'était aussi lui qui transmettait les infos, comme tu le disais, et qui participait aussi au tour de presse à travers le monde, etc. Donc c'est une figure importante dans la carrière de James Cameron pour plein de raisons, mais aussi pour ça. Et c'est vrai que bon bah ça va manquer, forcément. Ouais. Donc voilà, et puis de 63 ans, c'est vrai que c'est toujours un peu très jeune hein, quand même pour partir. Sans transition, parce qu'il n'y a pas vraiment de transition à faire hein, sur ce genre de sujet-là, mais on voulait lui rendre hommage quand même. Je voulais vous parler du film Watch Dogs, qui est sorti des cendres depuis quelques mois et qui avance puisqu'il a débuté son tournage, a-t-on appris le 3 juillet sur l'Instagram de son réalisateur, Mathieu Turi, réalisateur français, qui a posté tout simplement le petit clapboard du film en disant que bah voilà, ça y est, c'est parti. Alors juste pour un petit rappel de ce projet-là, Watch Dogs, c'est un projet qui est annoncé officiellement fin août 2013, donc c'était il y a 11 ans, lors d'une conférence Sony à la Gamescom. Et Watch Dogs, c'est une série de jeux vidéo d'action-aventure en monde ouvert situé dans un univers futuriste où on incarne un hacker. Et il y a 3 jeux qui sont sortis, un en 2014, Watch Dogs, un en 2016, Watch Dogs The, et un en 2020, Watch Dogs Légion. Et donc les 2 premiers ont au moins fait 10 millions de votes chacun. Ouais. Le troisième, j'ai pas trouvé l'info rapidement. Je crois que c'était pas foufou. Je même pense que c'était pas incroyable. Mais donc voilà. Et on a longtemps cru le projet de film dans l'enfer du développement, le development hell, comme on dit en anglais, voire qu'il avait été annulé, car il n'y avait vraiment pas d'informations qui étaient données à l'époque. Et au final, le projet a repris des couleurs dernièrement avec des annonces de casting, avec notamment Sophie Wilde dans le rôle principal, et Tom Blythe de La Balade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur, du coup le préquel de Hunger Games qu'on a vu l'an dernier. Et donc voilà, donc ça c'est 2 belles annonces de casting. Et donc Mathieu Turi, réalisateur du film, qui est un Français spécialiste du film de genre, parce qu'il a sorti 3 films dans ces mouvances-là. Hostile en 2017, Méandre en 2020 et Gueule Noire en 2023. Et donc voilà, qui semble nous montrer qu'il a un arc de carrière qui va se développer aussi du côté de l'adaptation de jeux vidéo, puisque son nom est aussi prononcé autour de l'adaptation sérielle de A Plague Tale. Donc voilà pour Mathieu Turi. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date de sortie officielle, mais on peut imaginer du coup, avec un tournage mi-2024, que ça pourrait se décanter aux alentours de 2026, très probablement. Ouais, début 2026 peut-être, ouais. Ou alors un blockbuster d'été, mais pas sûr quand même. Faut voir. Je sais pas si la licence est si porteuse que ça. Elle l'est plus, comme elle a pu l'être à une époque. Sauf s'il y a un jeu surprise qui nous est annoncé prochainement, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Mais comme on l'a dit en début de news, le 3e opus n'était pas spécialement bien reçu et je crois qu'il n'a pas fonctionné plus que ça. Le premier était intéressant parce que c'était un faux jeu... il était survendu, je sais pas si tu te souviens. Un peu, le premier, le premier vachement. Mais c'était un bon jeu, le deuxième était très bien. Il se passait à San Francisco, je l'avais vraiment beaucoup aimé ce jeu-là, beaucoup plus light, beaucoup plus coloré, beaucoup plus détendu en fait que le premier qui se voulait un peu plus sombre, et j'ai l'impression, je sais pas, hein, mais je pense qu'ils vont plutôt partir sur l'idée du premier pour l'adaptation. Mais le deuxième, je vous le conseille, c'est peut-être le meilleur des 3. J'avais testé un tout petit peu le 3, mais le deuxième est très très bien. Bref, voilà pour l'info. Voilà pour le film Watch Dogs, et on va enchaîner avec le film F1 avec Brad Pitt pour Apple Originals qui s'annonce déjà en grande pompe alors qu'il sort l'an prochain. Exactement, dans un an pile, en juin 2025, donc quasiment un an. En fait, c'est une bande-annonce. On avait eu des photos promotionnelles qui étaient sorties il y a quelques temps, mais là, on a enfin une vraie bande-annonce pour le film qui met Brad Pitt dans le cockpit d'une voiture de F1. Le film, tu l'as dit, s'appelle simplement F1. Il est tourné par Joseph Kosinski, qui était responsable de Top Gun Maverick, l'énorme carton avec Tom Cruise. Et on retrouvera Brad Pitt dans le rôle de Sonny Hayes, un pilote vétéran, donc c'est pas sans rappeler Maverick, qui revient pour entraîner un jeune talent. C'est exactement en fait le pitch de Top Gun Maverick, mais avec de la Formule 1.
et ils ont profité en fait du Grand Prix de Silverstone pour créer ce trailer, pour dévoiler ce trailer plutôt, accompagné de la musique de Queen. Voilà, on entend We Will Rock You durant toute la bande-annonce. On voit des séquences de courses qui ont l'air vraiment très très belles, très rythmées, très bien tournées. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Enfin, le trailer a très bien fonctionné sur moi. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai trouvé ça, ça fonctionne. Plutôt très efficace. Et on voit même moi je suis pas calé en F1, mais on voit même des figures très connues de la F1, notamment Max Verstappen, qui apparaît à un moment dans le trailer. Donc on sent que... Ainsi que le fameux Gunther, que les gens qui regardent F1 Drive to Survive reconnaîtront forcément. Tout à fait. Et en fait, on sait que la F1 a le vent en poupe. C'est le sport le plus à la mode en ce moment, enfin, en tout cas qui est revenu sur le devant de la scène, notamment grâce à Netflix et la série Drive to Survive. Et Brad Pitt, Kosinski qui revient, donc qui est quand même un réalisateur qui a très bien fonctionné avec Top Gun Maverick. Tout est fait pour que ça fonctionne. Le film en plus a un budget monstrueux que je n'ai pas sous les yeux, donc je ne vais pas vous le donner ici, mais je vous le donnerai une prochaine fois. Et produit par Apple, donc non, ça peut être du très 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 lourd. Et il va falloir patienter. Il sort dans un an. Il sort très exactement le 25 juin 2025 en France. Voilà. Impeccable. Écoutez, ça donne plutôt envie. J'espère juste que le film sera pas ringardisé par la série Netflix Drive to Survive. De ce qu'on voit des images quand même, ça a l'air d'être assez péchu. Ouais, donc, ça a l'air pas mal. Moi, ça me fait penser, mais je sais pas si toi si tu l'as vu, mais j'en avais fait une reco il y a quelques temps à Gran Turismo, qui était déjà très très cool et justement très péchu, si on peut employer ce mot pour parler de Formule 1. Non, mais voilà, c'est dur parce que en fait, la F1, je pense que c'est très compliqué à filmer. Et, mais Kosinski, je lui fais confiance parce que filmer des avions, des jets, tu vois, qui font, c'est pas non plus très facile. Et là, tu sens qu'il a capté un truc. Donc, en tout cas, dans la bande-annonce, ça a l'air de bien fonctionner. Sur YouTube, on m'alerte sur le fait que Brad Pitt aurait potentiellement joué dans Le Mans 66, et on est d'accord que pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est Matt Damon et Christian Bale qui sont dedans. Sauf si Brad Pitt joue une voiture. Mais alors, en tout cas, ce qui est rigolo, c'est qu'au début du trailer, j'ai l'impression que c'est Le Mans 66, mais la suite, quoi. Un peu. Ah ouais, en même temps, il n'y a rien qui ressemble plus à un film de bagnole qu'à un film de bagnole. Tu vois, on est bien d'accord. C'est compliqué, quoi. Mais oui, dans le traitement de l'image, peut-être un peu. Je suis d'accord. En tout cas, le film est intéressant. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment ils vont sublimer ce sport aussi. Moi, quand j'entends Brad Pitt au début du trailer dire il nous faut des voitures d'attaque, et là tu fais ok, c'est bon, on est parti. Mais c'est pas dangereux, mais on s'en fout, on s'en fout que ce soit dangereux. Ah, ok, exactement. Allez, d'accord, faisons ça. On va terminer ces grosses news avec un truc dont on aimerait ne pas avoir à parler, mais il faut parler de ce genre de choses. Puisque nouvelles accusations d'agression sexuelle dans l'univers de la pop culture. Ici, c'est Neil Gaiman qui est accusé d'agression sexuelle. Neil Gaiman, auteur anglais à succès, notamment les séries Good Omens, Sandman et American Gods qui ont été portées à l'écran en série chez Prime et Netflix. Donc les accusations sont portées par 2 femmes avec qui l'auteur a été engagé dans des relations consenties. Ça fait l'objet d'une plainte déposée à la police de Nouvelle-Zélande. Pour préciser, donc c'est la première, elle a travaillé pendant 3 semaines en tant que nounou de son enfant. Elle avait alors 21 ans en février 2022, et une fan de ses écrits, âgée de 18 ans à l'époque des faits en 2003, et donc on l'accuse de, je vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais je vous le dis quand même, on l'accuse de pratiques sexuelles brutales et dégradantes durant des rapports qui n'étaient pas toujours consentis. Alors, on va préciser évidemment que Neil Gaiman nie fermement les allégations, et que pour l'instant, on en reste là à ce stade. Côté enquête, c'est encore un peu nébuleux. Mais voilà, sachez que voilà, ça existe, et effectivement en France, il y a eu une mise en examen de Benoît Jacot, etc. Donc on n'en est pas fini. On n'en a pas fini avec ces trucs-là, et on aimerait bien ne pas avoir à parler de ce genre de choses, que ces problèmes n'existent pas, mais ce n'est pas le monde dans lequel on vit. Voilà. Écoutez, on va enchaîner avec les brèves, sans transition bien sûr, avec la série Arkham Asylum, la série télé qui devait être prévue chez Max et qui n'avancera pas, a-t-on appris cette semaine. Simon Pegg, qui faisait son retour dans The Boys il y a quelques jours, qui nous explique que il a vraiment pas envie
qu'un reboot ou qu'une suite de Shaun of the Dead arrive un jour, parce qu'il dit que c'est très personnel pour lui et Edgar Wright, et mais bon, c'est pas vraiment, ils ont pas vraiment la main là-dessus, puisque tout ça, ça appartient à Universal, donc en fait c'est à eux de choisir. En revanche, il dit que ça les rendrait furieux tous les deux si un jour ça se faisait. J'espère pas, parce que c'est tellement la patte Edgar Wright et Peg que non, faut pas, jamais. On est bien d'accord. En tout cas, ce serait nul, c'est sûr que ce serait nul. Mais on parlera sans doute un petit peu remake et reboot la semaine prochaine. Sinon, Insaisissable 3 a mis en place sa date de sortie pour le 14 novembre 2025 dans les salles américaines. Donc on imagine 12 novembre en France, si ce n'est 11 novembre, puisque c'est quand même très proche. Hein. On sait qu'il y a des dates de sortie de cinéma qui sont un petit peu avancées pour profiter justement de ce genre d'appel d'air. Donc on verra. Apparemment, le casting d'origine serait de retour, d'après les rumeurs. Oui, mais écoute, pourquoi pas. Alors, Insaisissable, moi j'aime bien le premier, le deuxième, et pourquoi pas un troisième. Voilà, pourquoi pas un troisième. Le remake de Highlander, avec Henry Cavill dans le rôle principal, toujours réalisé par Chad Stahelski, commence son tournage en janvier 2025. On imagine que ce sera plutôt pour 2026. En ce moment, Chad Stahelski est surtout en train de se poser la question de comment mettre en image les combats au sabre et à l'épée. Donc se pose ces questions-là, forcément, hein, c'est son grand truc, lui, l'action. Et enfin, le tournage du film Community a été repoussé à l'année prochaine. Non, ce n'est pas la faute de Donald Glover, mais de Joel McHale, qui dit que en fait, c'est à cause de son emploi du temps s'ils ne peuvent pas tourner très prochainement. Voilà, donc c'est un film qui doit donner suite à la série Community. 9 ans après, on n'a toujours rien de ce côté-là, mais sachez que c'est toujours quelque chose qu'ils veulent faire, et à l'heure actuelle, ils ont les financements, puisque c'est Peacock, du coup, la plateforme de streaming d'Universal et de NBC qui s'en occupe aux États-Unis, mais pour l'instant, ils ont surtout du mal à trouver le spot dans les emplois du temps. Voilà pour les brèves de la semaine. Je te Merci beaucoup. D'enchaîner avec ton point box-office, Adrien. Exactement, et on commence par le Comte de Monte Cristo, qui a déjà dépassé les 2 millions d'entrées en seulement 9 jours après sa sortie en salle. Donc c'est déjà un énorme succès, c'était un super coup de leur part en fait de lancer le film un vendredi, le vendredi de la fête du cinéma, et non pas un mercredi. Ça leur a permis de booster évidemment les entrées dès le début, et donc là ça se dirige vers un film qui pourrait dépasser les 5 millions d'entrées. Il y a de grandes chances que ce soit l'un des plus gros cartons de l'année, qui suit juste après un petit truc en plus d'Artus, qui continue aussi à faire son petit bout de chemin, mais j'en parlerai juste après dans mon point box-office. En tout cas, très bon score pour le Comte de Monte Cristo, dont tu vas nous parler en fin d'émission dans la partie le teasing énormissime. Je continue avec Vice Versa 2, qui a franchi, lui, le cap des 5 millions d'entrées en France dès son 3e week-end, avec un total de 5 129 110 entrées, ce qui déjà surpasse le score final du premier volet qui était sorti en France il y a plusieurs années, qui lui avait fait 4 544 667 entrée, et c'est que le début pour Vice Versa 2, qui va continuer forcément sa course en France. Il n'y arrivera pas, je pense, aux 10 millions d'entrées, mais pourquoi pas un petit 6, 7, voire 8 millions, c'est pas si déconnant, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui anticipent peut-être un final de 8 millions d'entrées. À voir. À l'échelle mondiale, Vice Versa 2 cumule déjà 1,22 milliard de dollars de recettes, dont 533 millions aux États-Unis, ce qui en fait déjà le 5e plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation. Il a dépassé les Minions d'Universal, qui était déjà à 1,16 milliard de dollars, et le film devrait finir sa course autour de 1,6 milliard de dollars. C'est juste énormissime. On se demandait l'autre fois s'il allait dépasser le milliard. Évidemment, c'est acté. Ça va être le plus gros succès aussi de Pixar, parce que Les Indestructibles 2 avait fait 1,2 milliard dans mes souvenirs, donc c'était le plus gros succès de Pixar à date, mais là il va terminer autour des, comme je l'ai dit, 1,6 milliard, donc ce sera le plus gros succès de tous les temps pour Pixar.
Est-ce qu'il sera dépassé un jour? On l'imagine, mais en tout cas, je pense que c'est une surprise aussi du côté du studio qui s'attendait peut-être pas, voilà, à ce que tout le monde revienne en salle pour découvrir la suite des aventures de Riley et de ses émotions. Je continue avec Moi Moche et Méchant 4, je parlais des Mignons juste avant. Moi Moche et Méchant 4 qui sort cette semaine en France mais qui est déjà sorti aux États-Unis et dans d'autres territoires. Il est déjà en tête du box-office américain puisqu'il a déjà fait un démarrage à 122,6 millions de dollars aux États-Unis, donc c'est pas rien du tout. Franchement, les films d'animation en ce moment ont la cote énormément aux États-Unis et dans le monde entier, mais je le rappelle, le film n'est pas sorti dans tous les territoires. Il cumule déjà 229,5 millions de dollars de recettes mondiales, donc c'est aussi excellent pour le film d'Universal. C'est vrai que c'est une franchise qui fonctionne très bien, très porteuse. La bande-annonce sur moi aussi a fonctionné, donc je me dis que ça fonctionne sur un enfant de 5 ans, j'imagine. Les blagues de banane et de paix, c'est toujours rigolo. Et donc voilà pour Moi Moche et Méchant 4 qui sortira en France cette semaine comme je l'ai dit, et on vous en parlera la semaine prochaine dans le point box-office. Et je termine ce point box-office par un petit truc en plus. J'ai l'impression d'en parler évidemment, et c'est normal, depuis plus d'un mois chaque semaine. Et en même temps, il faut voir les chiffres qu'il fait, parce qu'il a été boosté par la fête du cinéma, le film d'Artus, et il a progressé de 28% lors de sa 9e semaine. C'est incroyable, en 9e semaine, il continue à performer, à faire 28% de plus, en atteignant, donc, dans sa 9e semaine, 612 139 entrées. C'est juste malade. En fait, il y a même juste des films qui rêveraient de faire ça sur toute leur carrière. Lui, il le fait en une semaine, donc c'est dingo. Et il a désormais un cumul de 8 415 288 entrées et se rapproche évidemment toujours plus des 10 millions d'entrées qui sont visées par le distributeur Pan Distribution. On espère vraiment que ce sera le cas parce que ce serait, je trouve, une belle fin pour ce film, voilà, qui nous aura fait... Et à ce sujet, justement, un petit truc en plus qui va ressortir très prochainement avec 12 minutes de contenu additionnel, je dirais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le DLC du cinéma, et donc qui devrait l'aider. Ouais. Non mais c'est ça en fait, je pense que c'est un peu le director's cut d'Artus qui sort au cinéma. Ça me fait rire pour un film comme ça quoi. Le Pat d'Artus. Exactement, voilà, donc on imagine qu'il y aura des Avengers en plus, il y aura voilà, peut-être Thanos qui viendra, je sais pas, en 12 minutes de plus. C'est 12 minutes de blague, hein, j'imagine. Oui. Bref, c'est rigolo qu'ils fassent ça, tu sens qu'ils veulent... c'est pour aller chercher les 10 millions. Essorer la machine, oui. Ils sont pas bêtes, mais en tout cas on lui souhaite de faire 10 millions d'entrées, ce serait cool, ce serait pas mal pour le cinéma. Ouais. Donc voilà pour mon point box-office. En tout cas, on te le souhaite. Voilà donc pour le point box-office. Merci beaucoup Adrien de nous l'avoir préparé. C'est l'heure de parler du gros sujet de la semaine. On n'avait pas trop d'idées, on va pas se mentir en fait, et on s'est dit tiens, parlons cinéma et tu sais qu'on se dit tout avec les Poppies. Ok, d'accord. On se dit tout. Voilà, on n'avait pas trop d'idées, on s'est dit tiens, est-ce qu'on parlerait pas des films de l'été, parce qu'en fait, mine de rien, il y a quand même un été assez faste sur les sorties cinéma. Pas Fast and Furious pour le coup, mais il y a quand même une grosse sortie par semaine jusqu'à la fin du mois d'août. Donc on s'est dit vas-y, on parle de ça. Et on s'est dit qu'on allait déjà en fait les aborder chronologiquement par ordre de sortie, et ensuite qu'on allait sans doute les classer en fonction de ce qu'on pense nous, de terminer avec notre classement des films qu'on attend le plus cet été. Et on va voir du coup lesquels sont-ils, tout simplement. Alors le premier dont il faut parler, c'est celui qui sort cette semaine, je vous en parlerai dans mon radar des sorties, c'est Moi Moche et Méchant 4. Moi Moche et Méchant 4, dont tu nous as parlé à l'instant dans le point box-office. Quatrième opus de cette licence, mais en réalité c'est le 6e film autour de cet univers, puisqu'on a déjà eu Les Mignons 1 et Les Mignons 2. Je vais être très honnête, moi Les Mignons, j'ai pas regardé. Aucun des deux ? Aucun des deux. Ok. Parce que ça... En fait, moi j'ai regardé les 3 premiers Moi Moche et Méchant au cinéma, ça m'a fait grand plaisir, mais au bout d'un moment j'ai trouvé que Les Mignons c'était peut-être un peu trop. Ça suffit là, ça suffit. Ça suffit, c'est-à-dire que voilà. Ouais, non, les bananas et tout, voilà. Oui, ça va, hein, ça parle français, ça parle espagnol, ça parle n'importe quelle langue, là, on est où là On est chez les Sims. On est chez les Sims. Bah ouais, en fait, moi j'ai fait quoi ? J'ai fait les 2 premiers au cinéma, les 2 premiers Moi Moche et Méchant, et j'ai rattrapé très très tard le 3e là sur Netflix. Bon, c'est pour te dire, hein, je l'avais pas vu du tout. Par contre, j'ai fait le premier Mignon au cinéma, j'avais trouvé ça chiant comme la pluie.
Et le deuxième, je l'ai même pas vu, comme en fait j'ai trouvé ça chiant le premier, je fais le deuxième, c'est marrant. C'est très très ciblé enfant, les mignons, quoi. Ouais, c'est ce que me dit Franck dans le chat, ouais. Ouais, moi Moche et Méchant, ça va, parce qu'en fait, Moche et Méchant, je trouve que ça fonctionne bien, parce qu'il y a un truc rigolo avec Steve Carell ou même Gad Elmaleh qui le font très bien, la famille et tout, ça fonctionne. Mais les blagues sont moins enfantines dans les Moche et Méchant que dans les mignons, quoi. Bah, je sais pas, là, moi, pour avoir vu le trailer du 4, je le disais en point box-office, je trouve que c'est rigolo, il a un nouveau gamin, un petit gamin. Mais c'est le sien, c'est son vrai fils pour le coup. C'est le sien, voilà, parce que c'est pas sa famille adoptée. Donc ouais, non, c'est ça, c'est son vrai fils. Bon, y a une petite dynamique à la Baby Boss, vite fait, à la Indestructible et tout, tu vois, enfin, donc c'est rigolo. Et puis, c'est toujours un plaisir de la retrouver, eux, et les blagues. En fait, c'est ça que j'aime bien avec Moche et Méchant, c'est que les blagues des mignons sont secondaires, en fait. Oui. Donc elles fonctionnent mieux, je trouve, parce qu'il y en a pas tout le temps, tu vois. Alors que dans un film, les mignons, il y en a trop. Donc là, je pense que ça peut être pas mal. C'est-à-dire que c'est appréciable, ça apporte de l'équilibre en fait, et ça donne du grain à moudre à tous les publics dans Moi Moche et Méchant. Je voyais pas trop l'intérêt dans un film Les Mignons, quoi. Et donc du coup, bah écoutez, pourquoi pas, hein, Moi Moche et Méchant 4. Alors c'est certainement pas ma priorité de trucs à aller voir cet été, mais curieux. Est-ce que j'irai le voir au cinéma? Pas sûr non plus, tu vois, mais voilà. Ouais. Il y a d'autres films, là, on a choisi des films un peu blockbuster. Hein. Oui, on a fait exprès, on va pas tout traiter du tout. Il y a d'autres films, par exemple, Long Legs, ou des films comme ça, que je sais que je vais aller voir au cinéma, mais on va pas en parler ici. Mais oui, carrément, moi Moche et Méchant 4, je le mets de côté, si j'entends qu'il y a d'énormes critiques et qu'il est super. Pour l'instant, c'est pas ce que j'ai vu. Pourquoi pas, mais bon, non... Exactement. Coûte trop cher peut-être pour il faut faire des choses. C'est trop cher. Écoutez, donc ensuite on parle peut-être de Twisters, la suite de Twister par les producteurs de Jurassic World. Et oui. Alors du coup c'est rigolo parce que moi tout ça c'est des bandes annonces que j'ai vues dimanche dernier quand je suis allé voir Le Comte de Monte Cristo. Et je me suis dit mais attends, en vrai ça me chauffe dans le sens où en fait, quand tu regardes la bande-annonce, t'as l'impression que c'est un film de kaiju, enfin c'est un film de monstres, mais il y a pas de monstres dedans, c'est juste des tornades, quoi. Et franchement... Est-ce que l'homme serait pas le monstre, en fait. Mais quelque part, oui. Non, mais est-ce que l'homme n'est pas un loup pour l'homme, finalement? Je pense. Voilà. Voilà, donc l'idée, c'est que t'as il y a des chasseurs de tempêtes, enfin des chasseurs de tornades qui vont traquer des tornades et se rendre compte que ils font face à une tornade absolument démentielle, bien sûr. Et ils vont essayer de la mettre hors d'état de nuire. Je trouve ça trop bien comme film catastrophe. Franchement. Mais ça a l'air con. Mais franchement. Mais c'est très bien. Est-ce que c'est pas le genre de truc qu'on a envie d'aller voir au cinéma? Bien sûr, mais c'est ça, c'est comme la grande époque. Alors toi, on en parlait hors antenne, mais tu n'as jamais vu Twister. Non, j'ai jamais vu Twister. Donc en fait, bon, quand t'as vu Twister, évidemment, là, c'est juste une redite. Oui. Mais Twister est sorti il y a très longtemps, donc c'est pas plus mal. Maintenant, il y a des nouvelles stars qui arrivent, et tout, donc c'est rigolo. Je pense qu'ils vont pas réinventer la roue, ça sera exactement le même film. 96, Twister. C'est vieux, tu vois. Presque 30 ans. Hein. Ah oui. Donc c'est pas si con d'en faire un remake maintenant, parce qu'il y a toute une génération qui n'a jamais vu Twister, et même des vieux comme nous, tu vois, donc, dont toi, tu n'as pas vu Twister. Mais tu vois, c'est comme cette génération à l'époque où il y avait le Pic de danse, où il y avait Inferno avec comme Tommy Lee Jones, tout ça. C'est ces films catastrophes où c'était pas des enfoirés bodybuildés comme The Rock qui allaient, tu vois, soulever un building à main nue parce que, tu vois, en fait, ces films catastrophes-là me saoulent aujourd'hui parce que c'est too much et c'est pas des vrais humains, tu vois ce que je veux dire. Là, au moins, ça a l'air, dans la bande-annonce, ça a l'air d'être des gens normaux qui vont juste chasser de la tornade. Non, mais Glenn Powell est évidemment un dieu grec, si tu veux, dans l'idée, mais oui, mais ça reste un mec normal. Je veux dire, c'est pas non plus. C'est quand même des gens qui vont balancer des feux d'artifice dans des tornades. Hein. Je veux pas dire, mais pourquoi dans Twister, moi j'ai toujours cru. Hein. Moi j'ai toujours cru que ça. Ouais. Écoutez, pourquoi pas? Apparemment, ça marche. Hein. Non, mais pourquoi pas? Non, franchement. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas stéroïdé à mort. Enfin, tu vois, je sais pas, je défends le truc comme ça, mais moi je trouve que c'est plus redneck core qu'autre chose, et je trouve ça cool, tu vois. Je trouve ça bien en fait qu'on arrive dans l'Amérique profonde avec Twisters, comme à l'époque avec Twister, et qu'on revienne à un truc de film catastrophe un peu à l'ancienne. On n'a pas trop besoin, comme tu dis, de réfléchir, en fait on y va, quoi. Genre, ça va être rigolo, ça parle à tout le monde. C'est même pas une histoire de poser son cerveau, c'est juste de se dire en fait... De temps en temps, en fait, ça me va bien d'aller voir un divertissement qui est juste, enfin, qui est con, mais pourquoi pas, en vrai. Oui. Et puis c'est vrai que Glenn Powell,
Je vois dans le chat, je veux aussi voir Glenn Powell expliquer comment chevaucher une tornade. Mais oui, non mais voilà, c'est ça. Écoutez. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas du Sharknado. Parce que déjà, ça a l'air quali niveau effets spéciaux. Oui. Franchement, ça a l'air super quali. Ouais. Et il y a des acteurs, je pense, très très respectables dedans, quoi. On a Glenn Powell que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que ce mec-là est très très cool. Il a un capital sympathique et énorme. Et d'ailleurs, son film, on n'en a pas parlé dans l'émission, mais Hitman de Richard Linklater est toujours pas sorti chez nous. Et j'ai trop envie de voir ce film. Pour le petit pitch, en gros, c'est un type qui se fait passer pour un tueur à gages. Et en fait, à chaque fois, il change de costume, il change de tête. C'est Glenn Powell. Ça a l'air très bien. Ouais. Ça a l'air super. Ça a l'air d'être une excellente comédie. Mais bref, il y a Daisy Edgar Jones. Daisy Edgar Jones, qui est une super actrice qui jouait dans Normal People, qu'on a découvert dans Normal People avec Paul Mescal. Daisy Edgar Jones, qui fait des choix de carrière peut-être un peu moins cool que ceux de Paul Mescal, mais j'aime énormément cette fille. Et donc, je sais pas, il y a un casting, il y a une ambiance, il y a un truc. Moi, franchement, ça marche. Franchement, pourquoi pas. On l'a pas précisé, mais moi, Moche et Méchant 4, c'est le 10 juillet et Twisters, c'est le 17 juillet. Le 24 juillet, c'est Deadpool and Wolverine, donc Deadpool 3, qui sort du coup en salle. C'est le film Marvel de cette année. Le seul. Et celui qui est censé remettre un petit peu la machine sur les rails, on va dire. C'est celui sur lequel en fait il y a beaucoup d'espoirs qui sont autour de ce film, puisque il y a le côté remettre Marvel sur les rails, mais il y a aussi le côté potentiellement nous brancher sur les X-Men aussi. Donc forcément beaucoup d'attentes autour de ce film-là. Et très franchement... Attente économique aussi même pour Marvel. Clairement, bien sûr. C'est très important. Ouais. Clairement. Et il y a des attentes aussi de la part des salles de cinéma qui vont évidemment le mettre à toutes les sauces, mais aussi des grosses attentes de la part du public, parce que ce film-là, il faut qu'il nous en donne pour notre argent, il faut qu'on se marre, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait tout ce qu'il faut qu'il y ait les caméos dans tous les sens, a priori ça ce sera le cas, mais bon, voilà, de ce qu'on en a entendu un petit peu, mais très franchement, à une époque, quand on a commencé le podcast en 2024, on s'est dit c'est probablement le film de l'année. Donc que dire si c'est sans doute le film de l'été, quoi. Ce sera le film de l'été, ça c'est sûr. Le film de l'année, sûrement pas, mais film de l'été, oui. C'est sûr et certain. Et nous, on y sera, je pense, jour 1 ou avant, même en avant-première. Pas moi, parce que je serai en vacances, mais... Oui, non, mais bon. Mais bon, dans l'idée... On se comprend. Parce que c'est un film déjà qu'on va traiter, je pense, en long, en large et en travers. Sauf s'il est nul, finalement, on fera l'impasse. Hein. Mais moi, je l'attends beaucoup. Parce que d'une, je suis curieux de voir ce que ça va donner. L'intégration de Deadpool dans le MCU. On sait que c'était quand même compliqué d'aller chez Disney parce que c'est quand même un film interdit au moins de 18 ans, 17 aux États-Unis. Et mais quand on voit la bande-annonce, quand on voit les petits teasers à droite à gauche, on sent que l'esprit Deadpool n'a pas été touché. Donc ça, c'est rassurant. Et puis, je pense qu'ils en ont beaucoup sous le coude. Ils en gardent beaucoup, connaissant Ryan Gosling. Ryan Reynolds plutôt. Pourquoi pas Gosling, hein. Je veux bien. Hein. C'est jamais. Non, mais Ryan Reynolds, qui est quand même le maître dans l'art du caméo, de cacher des choses, etc., des easter eggs, donc c'est très cool et j'ai très hâte de voir Deadpool 3. Ouais, non, Deadpool 3, évidemment, qui sera avec Hugh Jackman en Wolverine, le retour après Logan. Et là, on attend surtout énormément de la dynamique entre ces deux personnages-là, puisque ça fait des années que Ryan Reynolds nous dit espérer pouvoir donner la réplique à Hugh Jackman en tant que Wolverine, parce qu'il sait qu'il y aura une dynamique incroyable entre ces deux personnages. Maintenant, il faut nous le montrer au ciné. Donc, moi, j'y crois, hein, très honnêtement, mais il faut évidemment que... On nous dit dans le chat que le film de l'année serait sorti le 20 février dernier. Je vois pas de quoi vous parlez. Pas au courant. Je suis pas au courant. Un truc de sable ou une histoire comme ça, je sais pas. J'aime pas le sable. J'aime pas le sable, ça en met partout à chaque fois. J'aime pas, passons à autre chose. Oui, parce que je suis passé à la Fnac cette semaine et j'ai trouvé des anti-Adrien au début. On appelle ça comme ça, hein. Non mais c'est ça, des repousses Adrien. Je me suis dit, oh là, dis donc, c'est con, il pourrait pas entrer dans cette Fnac là. Pour l'anecdote, c'est bien le Blu-ray de Dune 2 qui comporte, on est d'accord, je vous ai envoyé ça sur Discord, c'est le coffret collector, hein, c'est ça, qui comporte un seau
pour jouer à la plage. Hein. Et pour faire des pâtés de sable. Je crois que c'est ça. Hein. C'était le coffret collector ou c'était le truc de la presse? Je sais pas. Je pense que c'était le truc de la presse. Parce que le coffret collector, ça m'étonnerait. Ouais, peut-être truc de la presse. Ouais. Mais je trouve ça génial d'avoir un petit saut en plastique pour aller faire ça. Parce qu'on est fan de Dune. Hein, oui, voilà. Dune. On a un gros bébé. On aime bien Dune. J'arrête. C'est bon, voilà. Le moment est passé. Allez, 4e film qu'on a sélectionné pour vous. C'est un film qui sort le 7 août. C'est Trap de... comment il s'appelle? M. Night Shyamalan. Et qui, du coup, sort le 7 août. Et alors, le concept est assez étonnant. 30 000 spectateurs, 300 policiers, un tueur dans cette salle. Cooper, père de famille et tueur en série, se retrouve pris au piège par la police en plein cœur d'un concert. S'échappera-t-il? En fait, alors, c'est pas un spoiler puisque c'est dans la bande-annonce, en fait, on va suivre ce personnage-là, qui est donc un tueur en série, mais qui emmène sa fille à un concert, imaginons, de Taylor Swift, et en fait, il se rend compte, un petit peu plus tard, qu'il y a tout un dispositif policier qui est mis en place autour de cette salle de concert pour choper ce fameux tueur en série. Donc lui essaie de se faire passer pour un père modèle, alors que bon bah voilà, nous en tant que spectateurs, on sait beaucoup plus de choses et on va le suivre. Donc ça, c'est ça qui est assez intéressant, parce que là pour le coup, Night Shyamalan c'est quelqu'un qui aime beaucoup le twist. Et là pour le coup le fait Saint-Tropez notamment. Et ben bien sûr le twist à Saint-Tropez bien entendu. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup le twist à Saint-Tropez et qui va du coup nous donner le twist dès la bande-annonce. Donc qu'est-ce qu'il va faire de ça en termes de tension? Un bébé twist. Un bébé twist bien entendu. Il sera peut-être plein de bébés twist. Ouais, bah, j'espère. Cet homme ne veut pas terminer cette émission, je le sens. Mais si, mais on est là, on a le temps. Oh là là, c'est notre émission, on fait ce qu'on veut. Non, je pense qu'il y aura des... Bah, j'espère, parce que sinon, si tu révèles un twist aussi incroyable, ça donne envie, évidemment, d'aller voir le film. Mais en même temps, il faut que derrière... Moi, ce qui est génial, c'est que tu te fais plein de théories. Bah, bien sûr. Ok, il va s'en sortir, il va pas s'en sortir. Ça se trouve, sa fille, en fait, elle est avec lui dans l'assassinat. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Donc, non, c'est très cool. Franchement, je suis super curieux de voir ce film. Ouais. Je crois pas que j'ai avoir vu les derniers de Shyamalan au cinéma. Knock at the Cabin, c'était son dernier. J'ai pas vu Knock at the Cabin. Qui était vite fait. Hein. J'avais vu Split et Glass, bien sûr, mais... Glass, pas bien. Hein. Ouais, Glass... Mais non, j'ai très envie de voir Trap au cinéma aussi. Je pense que ça peut être un truc sympa. Oui. Non, j'ai très envie. Puis ça fait plaisir de revoir Josh Hartnett depuis. C'est vrai que ça fait un moment depuis un bout de temps parce que là, il revient un petit peu avec. Il est revenu un petit peu avec Oppenheimer l'année dernière. Et donc là, il revient avec ça et c'est cool de lui filer des premiers rôles parce que c'est un très bon acteur en fait, Josh Hartnett. Quoi. Donc, grave. Donc le 7 août au cinéma. Le 7 août également, puisque parfois il y a des doubles sorties blockbuster au même moment. C'est Borderlands, l'adaptation des jeux vidéo du même nom. Et comment vous expliquer le concept? C'est en gros des mercenaires sur une planète un peu désertique, un peu faux-folle, dans une ambiance un peu déjantée. Le Gardien de la Galaxie, like. En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça se voit dans la bande-annonce, ils veulent refaire les Gardiens de la Galaxie avec cette licence. Ouais, avec cette licence-là. J'ai vu la bande-annonce au cinéma, ça m'a pas donné envie, très honnêtement. Non, ça donne pas envie. Le casting est cool, mais ça donne pas envie. C'est-à-dire que c'est gros casting, mais... On se demande ce que vient foutre Cate Blanchett là-dedans. Oui, j'avoue. Je pense qu'elle avait besoin d'un peu de thunes. Et Kevin Hart va faire du Kevin Hart comme d'habitude. Jack Black va être un tout petit peu à sauver, mais il fait juste le doublage du robot. Et on a de Claptrap, c'est ça? Et on a quoi d'autre? On a qui d'autre? Je sais plus. Ouais, moi ça me chauffe pas. Très honnêtement, j'ai l'impression de voir un truc de studio, quoi. Tu sens que c'est un truc de producteur, quoi. Tu fais, ok, voilà, il nous faut ça, on va mélanger, puis bon, ça devrait... Si ça se trouve, ça va cartonner, hein, mais très franchement... Bon, la licence est pas si porteuse que ça. Ça paraît tellement dérivatif, en fait, des Gardiens de la Galaxie. Quand je vois ça, en fait, j'ai l'impression de voir tu sais, genre l'esthétique Mad Max, mais genre mal réalisé et mal photographié, déjà. Oui, clairement. Et en plus, en termes de concept et en termes de narration, j'ai l'impression de voir les Gardiens de la Galaxie, mais sans doute pas très bien écrit. Donc j'ai un peu peur que ça soit un des fours de l'été. Mais bon, si ça se trouve, il y aura des bonnes critiques et j'irai le voir. Hein.
Peut-être, non, peut-être, mais c'est vrai que quand tu te dis que Furiosa était un flop, j'espère que ça sera un flop si c'est vraiment mauvais, quoi, parce que putain. Ah bah, si c'est mauvais, évidemment, bien sûr. Mais bon. Il y a Jamie Lee Curtis aussi, oui, on a oublié de le dire. Oui. Jamie Lee Curtis qui est là, ouais. Ouais. Jamie Lee Curtis, pour info, je sais pas si on en parlera, parce que l'info est déjà sortie depuis un bout de temps, il y a une suite à Freaky Friday qui est en train de se tourner actuellement avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Donc, effectivement. Qui reviennent pour changer de corps. Aujourd'hui, ça peut être rigolo. Pourquoi pas. Non, mais ça peut être intéressant justement sur les thématiques de sociétales, ça peut être intéressant. Complètement. Donc ça, c'était donc pour le 7 août. Le 14 août, on a Alien Romulus qui sort, et donc encore un film de la saga Alien, et encore un espoir que ce soit un bon film de la saga Alien. Là, j'y crois quand même. Là. Ouais. J'ai très envie d'y croire. Ouais. Alors, j'ai maté la bande-annonce exprès pour l'émission, parce que je voulais vraiment pas me spoiler. Mais qu'en as-tu pensé ? Pour vous les puppies, je me suis fait violence. J'ai trouvé ça super. Ouais. J'ai trouvé que la bande-annonce était super. C'est propre. C'est très propre. L'esthétique est respectée. Voilà, c'est un mix entre Alien de Scott, entre Aliens de Cameron. Je trouve que c'est parfait. Ça fonctionne très très bien. Je pense qu'il y a une histoire sympa à raconter. Je pense que dans la bande-annonce on dévoile beaucoup trop, et j'ai une bonne mémoire photographique, donc ça me fait bien chier parce que je vais me rappeler de scènes. Ah bah c'est sûr, ouais. Ça, c'est toujours mon gros souci quand je mate une bande-annonce, parce que j'ai toujours ce truc de... Ah mais c'est vrai que toi t'as une mémoire visuelle qui est assez impressionnante. Ah ouais, j'ai une bonne mémoire visuelle, et en fait on est minute 42, il s'est toujours pas passé ça, bon bah je sais qu'il va se passer ça et tout. Ouais, grave. Mais ça n'a aucun rapport avec l'esthétique et le problème et le film. Mais non, le film a l'air très bien. Le film a l'air déjà, on va le rappeler, alors je sais pas comment on dit, Fede Alvarez sûrement, qui a fait donc le remake de Evil Dead sorti en 2014, 15, je sais plus à peu près, que j'avais pas trop kiffé à l'époque, mais en fait en le revoyant j'avais trouvé ça beaucoup plus intéressant que ce que je pensais en sortant de la salle la première fois. Et Don't Breathe, qui est vachement bien. Regardez Don't Breathe, qui est l'histoire 2013 Evil Dead et 2016 ah 2013 c'est ça, ouais. Et Don't Breathe, qui est vachement bien, qui est l'histoire en fait de 3 gamins qui vont cambrioler une baraque, et en fait ils se retrouvent à l'intérieur face à un vieux qui est aveugle, mais qui est limite un tueur, et qui veut absolument défendre sa baraque. Et donc le seul moyen pour eux de pas se faire détecter, c'est de marcher très doucement, de pas respirer dans l'idée, etc., quoi, parce que lui il a des sens surdéveloppés en dehors de la vue. Et c'est un super film d'horreur, super film de tension. Donc je me dis qu'il est très très fort dans la tension. Pour Alien c'est parfait, et Alien Romulus, s'il respecte l'esthétique, si en plus il crée de la tension, c'est exactement ce qu'il faut pour un film Alien. Il y a une patte un peu isolation aussi, je trouve. Le jeu vidéo Alien Isolation, qui était un petit chef-d'œuvre de jeux vidéo et de tension. Donc ça là-dessus, si t'es Team Flippette, évidemment que non, c'est très compliqué. Regarde des let's play, c'est rigolo, mais c'est pas du tout la même expérience, quoi. Ah bah complètement. Mais tu sais, moi regarder des let's play de Dead Space, je m'y crois quand même avec la manette, donc très franchement ça marche. Ça marche. Mais en tout cas voilà, moi c'est mon avis, je suis turbo chaud pour Alien Romulus. Exactement. Et donc le dernier qu'on a... Toi t'as pas le temps, toi. Bah non, mais Alien Romulus, en fait je reviendrai sur mon avis quand on fera notre classement, tiens. D'accord, ok. Et le dernier qu'on a sélectionné pour vous, c'est donc le 21 août, c'est The Crow. Le remake en fait, ouais, c'est le remake de The Crow, avec Bill Skarsgård du coup dans le rôle principal. Donc c'est simplement une histoire de vengeance en fait, d'un homme qui se fait agresser par un gang avec sa fiancée. Lui est ressuscité, pas elle, et lui va vouloir se venger. Donc The Crow, le premier, qui avait été marqué évidemment par le décès de son acteur principal. Brandon Lee, ouais. Ouais, exactement. Et donc du coup, c'est une licence qui a un peu été marquée aussi par ça, tu sais, dont on entend souvent un peu parler de ce point de vue-là. À voir The Crow. Je sais pas trop quoi en penser. Très mitigé, moi. Ouais. Je voire même pas très chaud pour le film. Ça fait un peu téléfilm plus, on va pas se mentir, je trouve. Une sorte de faux John Wick dans l'esthétique, je parle pas de l'histoire, mais vraiment dans l'esthétique. Film de vengeance, mais qui a pas l'air si punchy que ça. Ça a l'air un peu caricatural aussi, avec Skarsgård, que j'aime beaucoup, j'aime énormément Skarsgård, mais l'accent à couper au couteau là me dérange un peu direct. Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est un film un peu calibré pour fonctionner auprès d'une certaine niche
de gens qui aiment les actionneurs un peu débiles, et ça a pas l'air de pousser beaucoup plus loin que ça, quoi. Donc, ouais, je pense en tout cas que ça fera pas un gros carton, très franchement. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Après, si on peut être surpris si tu veux, mais oui, voilà, on peut être surpris, je vois pas trop à qui ça parle, genre dans le grand public, un film comme ça. Ouais. Donc voilà les 7 films qu'on a sélectionnés du coup dans ce classement. Maintenant, il faut qu'on les classe par ordre d'attente décroissant, évidemment. Lequel tu mettrais, toi, en dernier? Ouais, bah ça se joue entre The Crow et Borderlands. Pareil, moi j'aurais tendance... Je mettrais The Crow, vraiment. Ouais, je comprends. Parce que je me dis, Borderlands, il y a peut-être moyen que ce soit un peu drôle. Oui, voilà, c'est pour ça. Peut-être. Quitte à se faire chier un peu, autant avoir une blague ou deux qui fonctionne et une séquence d'action sympa. Ouais, c'est ça. Que The Crow, un mec qui défonce des gueules avec un fusil à pompe, ça m'intéresse moyen. Ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Donc on mettrait The Crow. Est-ce que Borderlands a moyen d'être plus haut ou pas? Il n'y a rien en dessous, hein, je pense. Non, mais je prendrais plus de plaisir, je pense, à regarder Moi Moche et Méchant 4 que Borderlands. Je pense, donc, moi j'ai déjà mon classement, c'est Borderlands après. Ouais, mais moi je suis assez d'accord aussi, parce que Borderlands, j'y crois pas en fait. Non. Et honnêtement, s'il y en avait un entre Borderlands et Moi Moche et Méchant que j'irais voir au cinéma, ce serait peut-être plus Moi Moche et Méchant, je pense. Oui, pareil. Bah moi, ce serait la suite en fait, Moi Moche et Méchant 4. Ouais, donc Moi Moche et Méchant 4, on le mettrait 5ème. Et alors là, on arrive dans les eaux, on va dire, plus intéressantes, je trouve. Puisqu'il nous reste quand même Twisters, Deadpool et Wolverine, Trap et Alien Romulus. Alors moi, j'ai une bonne idée de ce qui est en tête. Ouais, mais je sais pas trop quoi mettre en dessous. Bah, moi, je vais mettre... On parle d'été et de blockbuster, hein. Ouais. Tu vois, je pense que je vais mettre Trap. Ouais. Je vais te dire tout ce que je mets, ok. Je vais mettre Trap, je vais mettre Twister, Deadpool et Alien en premier. Je crois que je suis assez d'accord avec ce classement. Ouais, en fait, parce que... Mais moi, je pense que tous ces films-là, c'est des films qu'il faut aller voir au cinéma. Ouais, carrément. De toute façon. Mais il y a peut-être un bonus supplémentaire à être dans une salle pour aller voir Twisters, par exemple. Autant prendre plein la gueule. Bah, c'est le but, en fait, je pense. Hein. Devant une salle de cinéma. Alors, évitez peut-être le mode 4DX, parce qu'à mon avis, vous ressortez, vous avez un Lamago. mais honnêtement, Twisters, il y a moyen que ce soit de la frappe quand même visuellement, quoi. Oui, je pense que Twisters, c'est fou. Deadpool et Wolverine, c'est quand même très cool. Évidemment, cinéma, à mon avis, ça peut être incroyable aussi s'il y a des... Genre, si t'as une belle salle de gens qui s'y connaissent un petit peu et qui sont en mode... Oh et qui sont à fond, tu vois. Ouais, voilà. Et alors, Alien Romulus, je pense que s'il y a un seul film que tu dois aller voir au cinéma, ça doit être celui-ci, si tu veux être en plein dans l'ambiance, quoi. Parce que j'étais déjà dedans dans une bande-annonce de 2 minutes dans la salle, dans le noir. Alors, je me dis que si tout le film est comme ça, super. Ouais, je suis très chaud. Donc notre classement du 7ème au premier, on aurait donc The Crow, on aurait Borderlands, Moi Moche et Méchant 4, Trap, Twisters, Deadpool et Wolverine et Alien Romulus, qui serait du coup notre film le plus attendu cet été. C'est pas un sale été quand on y pense. Hein. Ah bah c'est un bel été. Et on a fait des choix, parce qu'il y a d'autres films qui sortent aussi. Mais bien entendu, parce qu'on n'a pas du tout parlé des sorties françaises, on n'a pas parlé des sorties indépendantes, on n'a pas parlé des trucs un petit peu moins grand public, mais très honnêtement, on va bien manger cet été au cinéma. Je pense, hein. Donc allez-y, n'hésitez pas à y aller. Et dites-nous, vous, en commentaire, ce que vous voulez aller voir comme film, quel est votre classement avec tous ces films-là, peut-être pas tous les films, mais en tout cas, voilà, votre top 3. Ça peut être super intéressant. Carrément, de ouf. Merci d'avance pour vos commentaires. Et n'oubliez pas le petit abonnement, la petite cloche et le commentaire, ainsi que le petit like. Hein. C'est toujours plaisir. Nous, on continue notre émission, puisqu'on va la terminer avec le radar des sorties. Oui, j'ai l'impression que vous nous avez entendu parler de Moi Moche et Méchant 4 toute l'émission, mais excusez-nous, hein, ça sort cette semaine. Ça sort du coup le 10 juillet en France. Et le pitch est simple, Gru, Lucie et les filles Margot, Edith et Agnès accueillent le petit dernier de la famille, Gru Junior, qui semble n'avoir qu'une passion, faire tourner son père en bourrique.
mais Gru, je sais pas, est confronté Gru à un nouvel ennemi, Maxime le Mâle, qui, avec l'aide de sa petite amie, la fatale Valentina, va obliger toute la famille à fuir. Oh là là, quelle histoire, on se demande quelle bien comment ça va se histoire, finir. dis donc. Le 10 juillet dans vos salles de cinéma. Je vous propose également Long Legs, qu'on a name droppé tout à l'heure, qui sort également le 10 juillet en France. C'est un thriller psychologique horrifique de Oz Perkins avec Micah Monroe et Nicolas Cage. L'agent du FBI Lee Harker est une nouvelle recrue talentueuse et elle est affectée sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L'enquête aux frontières de l'occulte se complexifie encore lorsqu'elle découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu'elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d'autres familles innocentes. J'ai vu le trailer au cinéma, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc, mais il y a moyen que on soit dans la bonne ambiance. Hein. Ouais, ça a l'air très bien. Exactement. Et sur les sorties streaming, je vais faire assez rapidement. Les Simpsons saison 4, ça arrive le 10 juillet sur Disney+ en France. Vikings Valhalla, la saison 3 et la dernière saison arrivent sur Netflix le 11 juillet. Tout ça, c'est rappel, hein, c'est le préquel de... non, c'est la suite de Vikings 100 ans après. Et enfin, série d'animation Exploding Kittens qui arrive le 12 juillet sur Netflix, qui est adapté du jeu de plateau du même nom. C'est le combat ultime entre le bien et le mal, quand Dieu et ses némésis, les rejetons de Satan, sont envoyés sur Terre pour vivre auprès des humains sous la forme de chats qui parlent. Alors pour les gens qui connaissent pas du tout, c'est juste un jeu de cartes où tu dois essayer de faire péter une bombe, mais pas dans ta main, celle des autres. C'est très con, mais c'est très rigolo. Je sais pas ce que ça va valoir, mais je vous mentionne évidemment que ça sort. Voilà pour le radar des sorties. C'est cool. On termine avec les recos. Adrien, tu as une reco pas tout à fait d'actualité, mais je t'ai dit, vas-y, parle-nous-en un peu. Oui, je sais pas si vous connaissez Walking Dead. Petite série là, qui paye pas de mine, avec des zombies, c'est rigolo. Alors non, c'est pas une vraie reco parce qu'en fait j'ai pas vu grand chose cette semaine parce que en ce moment je me fais un rewatch depuis plusieurs semaines de Walking Dead. J'avais pas vu la série, en tout cas le début de la série depuis la sortie, hein, donc 2011. Ça nous rajeunit pas. Et j'étais vraiment resté ces dernières années sur une fin que en fait je n'ai même pas fini la série, c'est pour tout te dire. Je n'ai jamais vu les 2 dernières saisons de la série et franchement j'ai raté plein d'épisodes sur les 3-4 dernières saisons. Et je me dis, attends, c'est quand même dommage parce que j'ai maté le spin-off sur Daryl qui se passe en France, j'ai maté le spin-off sur Michonne et Rick qui est sorti il y a pas longtemps. J'avais trouvé ça plutôt ok. Oui, tu nous en avais parlé d'ailleurs. J'en ai parlé en reco et tout. Bon, allez, vas-y, pourquoi pas se relancer là-dedans, quoi. Même si le spin-off sur Rick et Michonne est sympatoche, mais c'est pas foufou, quoi. Je me dis, bon, j'ai envie de me refaire un truc, tu vois. Et en fait, là, j'en suis à la saison 5. C'est la saison, je pense, avant Negan, ou alors Negan apparaît à la fin de la saison, je sais plus. Et c'est très très bien, en fait. J'avais complètement oublié à quel point ça se boit comme du petit lait. Enfin, c'est vachement bien. Tout ce côté... vraiment évolution des personnages, j'avais oublié à quel point ils sont plutôt bien écrits. Bon, au début c'est un peu, tu sens que voilà, ils posent les bases de la série, hein, c'est normal, hein, ils n'ont pas encore tout défini, mais au fur et à mesure ça prend vachement plus d'ampleur, notamment à partir de la saison où ils sont dans la prison, et là ça devient bien plus dark, bien plus sombre, et l'aspect survie en fait prend le dessus. J'avais complètement oublié tout ça aussi, qu'en fait ça devient des animaux, quoi. Là dans la saison 5 c'est des sauvages, c'est vraiment des sauvages qui débarquent, et tu fais ouais, c'est franchement très bien joué. Des thématiques justement sur l'humain, sur tout ça, j'avais oublié cette violence aussi, quoi. Ah oui, peut-être parce que j'étais jeune et ça me faisait marrer à l'époque quand j'avais 20 ans en disant ah non, ils tuent des gens et tout ça. En fait, non, ça me fait froid dans le dos. Non, c'est pas ça, mais maintenant j'ai la tendance, je fais oh, ils en butent des trucs, putain, ils arrêtent pas, quoi. C'est à l'appel, quoi. Et puis comme c'est un binge watching, c'est aussi différent parce que à l'époque je mettais semaine après semaine où j'espéçais. Là c'est ah ouais putain, c'est 10-15 zombies chaque épisode et des humains aussi, donc tu fais c'est beaucoup. Très bonne série, franchement. Si vous avez jamais regardé, évidemment regardez parce que c'est devenu un monument, hein, de la télé, Walking Dead, fou, ouais. Qui a des gros défauts aussi, hein. C'est une série des fois qui est surjouée, c'est une série qui est parfois un peu filler, mais pas trop quand même, je trouve. Dans les 5 premières saisons, ça va. Les saisons ont tendance à traîner en longueur à partir d'un certain stade. Ouais.
Et je crois que c'est au moment là où j'arrive en fait, Oui, je pense. sans spoiler, à Alexandria. Et Alexandria en fait ça devient le point central du truc et c'est un peu chiant. Je me rappelle très bien de certains trucs qui m'embêtaient. Mais franchement c'est une série qui tient la route au moins pour les 5 premières saisons, peut-être encore 6. Enfin jusqu'à la 6 ça tient bien la route. J'ai hâte de revoir Negan parce que c'est vrai qu'à l'époque j'avais ce choc de Negan qui était trop bien. Et je pense que la série, j'en parlais avec un pote l'autre fois, il me disait que c'était ça. Parce qu'à l'époque en fait, avant de partir sur autre chose, ils avaient déjà toutes les planches de la BD pour les plaquer sur la série, dans la série, et c'est ça qui fonctionne. Une fois qu'ils commencent à se barrer sur autre chose, ils le font beaucoup dans les dernières saisons, j'ai l'impression. C'est moins intéressant, ça traîne, c'est moins cool, quoi. Donc voilà. Exactement. Non mais moi j'ai toujours de très bons souvenirs de Walking Dead, et c'est vrai que moi j'ai fini par abandonner début de saison 9, et j'ai jamais repris. Mais il y a effectivement 11 saisons. Un jour j'aimerais bien juste me faire violence et terminer cette série, mais bon. Oui, t'avais fini les BD ou pas? Non, j'ai pas fini. J'ai le 4e compendium, mais que j'ai pas lu encore. Ouais, faut que tu lises. La BD est bien, la BD est cool. Et, enfin, la BD est génialissime même. Enfin, je dis cool. C'est une excellente BD, elle est incroyable cette BD. Mais la fin est bien aussi, la fin est cool. C'est sur quelle plateforme, Walking Dead? Il me semble que tout est sur Netflix maintenant. Ouais, tout est sur Netflix. Tout est sur Netflix. Franchement, nickel, qualité, ok. Non, parfait. Bon, Netflix. Impeccable. Impeccable, ouais. Il y a les jeux Telltale aussi. C'est vrai que les jeux Telltale étaient très bien. Alors, j'ai pas tout fait des jeux Walking Dead, mais j'ai fait avec Clémentine. C'est peut-être la saison 2 ou 3 dans les jeux Telltale, je sais plus. Mais je crois que c'est saison 2, 3. Hein. Ouais, 2-3, ouais, c'est ça. J'ai fini l'arc un peu avec Clémentine. Mais rien que la première saison des jeux Telltale Walking Dead, c'était incroyable. Exactement. Donc Walking Dead, évidemment, la reco d'Adrien. Ouais, désolé. Et vite fait, c'est bien encore, mais t'as pas mis l'image, je pense, mais juste, je me suis lancé dans la suite de Final Fantasy VII Remake, donc qui s'appelle Final Fantasy VII Rebirth. Mais j'ai fait que les 3 premières heures de jeu. J'étais comme un enfant tout fou, voilà, j'ai mis le jeu en japonais, j'étais trop content et tout, voilà, c'est parti. Et en fait, je me suis un petit peu ennuyé, donc j'ai fait c'est dommage. Alors j'ai adoré le remake, et là j'ai fait la suite, c'est un long couloir où il se passe pas grand chose pendant 1 heure et quelques, et je vais ok, c'est un tutoriel, mais bon. Donc voilà, faut vraiment que je dépasse ce truc-là. C'est toujours ça dans les jeux vidéo. Et plus tu vieillis, moins t'as le temps de te poser pour faire un tutoriel d'une heure. Surtout dans des RPG japonais. Hein. Surtout, hélas, j'avais de la patience quand j'étais gamin. Parce que la vache, putain, aujourd'hui, ça me tombe des mains un peu, quoi. Mais là, je tiens parce que c'est Final Fantasy VII et bon, c'est le joyau, quoi. J'ai hâte d'avoir ton retour une fois que tu auras terminé. Si je le termine, ouais, parce qu'avec l'été et tout, on va voir. Mais ouais. Les gens se moquent de toi en disant que cette reco avait été sponsorisée par Internet Explorer. J'avoue, je parle de Walking Dead de Final Fantasy VII, c'est pas très récent. Oui, mais j'ai l'âge que j'ai, ok? Nous sommes sponsorisés, oui. Je pas fait Pop News pour souffrir, ok? Écoutez, vous voulez de l'actualité, la voici. Je vais vous parler du Comte de Monte Cristo, qui est sorti du coup il y a 2 semaines en fait, au cinéma en France, maintenant il y a 10 jours. C'est un film de Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte, scénarisé également par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, et donc c'était le duo qui avait scénarisé le diptyque les 3 Mousquetaires. Yes. Et qui passe derrière la caméra cette fois pour cette adaptation à nouveau du roman d'Alexandre Dumas, donc Comte de Monte Cristo, qui a été des milliards de fois adapté au cinéma, mais qui ici du coup chope quasiment le même budget que le diptyque Les 3 Mousquetaires, mais pour faire un film cette fois, et pas 2, ce qui est une bonne chose. Par contre, sachez-le, le film est long, il dure 3 heures, donc forcément il faut passer ce cap, on va dire symbolique et psychologique, de se dire ok, je vais passer 3 heures, 3 heures et demie dans une salle de cinéma pour aller voir le Comte de Monte Cristo, mais dans une histoire qui est complète quand même, du début à la fin, donc très agréable. Moi, la première chose que j'ai notée, c'est déjà la qualité photo et de production, où tu vois que quand il faut bouger dans des bateaux en mer, quand il faut faire des naufrages, quand il faut faire des plans sous l'eau dans une mer qui est en pleine tempête, il faut le faire, et on le fait. Et ça, ouais, franchement, on le fait bien. Voilà, franchement, dès le départ, il y a des plans qui m'ont un peu soufflé de qualité, notamment d'effets spéciaux.
Ok. où tu dis ok, les gars ils ont pris leur truc à cœur, et moi j'ai été assez soufflé par la qualité globale de ce qui est proposé à l'écran, c'est-à-dire que visuellement tout claque en fait. Les costumes, les décors, les maquillages, puisque Pierre Ninet, du coup, qui fait le rôle principal, est un personnage du coup du Comte de Monte Cristo et Edmond Dantès qui se maquille énormément, qui se dissimule souvent derrière des masques, et enfin, c'est assez impressionnant. Parfois, en fait, tu dis, attends, c'est vraiment Pierre Ninet. Enfin, il y a des moments où, genre, parce que j'avais des gamins à côté de moi qui étaient en train de regarder, parce que la salle était pleine, évidemment, le week-end dernier. Et il y avait des gamins à côté de moi qui se disaient, mais attends, mais c'est Pierre Ninet, ça? donc ça fonctionne. Okay. Et non, très franchement, alors c'est un grand récit d'aventure, si tu veux, où c'est un petit peu Batman, hein, si on... Mais si ils on ont y fait leur pense. promo là-dessus. Hein. C'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que je suis la vengeance, quoi. C'est tout à fait ça. Et non, mais franchement, ça. Moi, alors déjà, j'ai été marqué par donc la qualité visuelle, la qualité sonore. Il y a une bande originale qui est franchement très chouette, et c'est le genre de truc que je note très rarement dans le cinéma en France. Et je trouve que là, pour le coup, la musique berce quasiment tout le film et fonctionne très bien. Moi, il y a un truc qui m'avait gêné, je l'avais déjà dit dans Les Trois Mousquetaires, c'est le phrasé et l'écriture des dialogues. Et là, ça m'a pas gêné du tout sur le Comte de Monte Cristo. Parce que c'est mieux écrit, alors c'est toujours dur, hein, c'est toujours un peu sombre, hein, dans l'idée, mais ça fonctionne beaucoup mieux, je trouve, avec cette ambiance-là du Comte de Monte Cristo, et malgré tout, parce que mine de rien, autour du personnage et dans sa quête de vengeance, c'est un peu tentaculaire dans le sens où il y a quand même pas mal de personnages et il faut s'y repérer. Ouais. Mais ils réussissent assez rapidement à te mettre en place les personnages des antagonistes et les personnages contre qui on va se venger. Assez rapidement, il y a un petit côté un peu Assassin's Creed, dans le sens où il y a tous les Templiers que je dois aller éliminer, tu sais, pour avoir réussi ma quête. Mais je trouve que Pierre Ninet est vraiment très très bon dans ce qu'il propose là. Et le reste du casting, parce que justement tu parles des méchants, etc. Donc on a Anaïs de Moustier qui fait son Love Interest, on a comment il s'appelle plutôt Laurent Lafitte, qui fait un des antagonistes principaux. Patrick Mill aussi qui a l'air bien dedans, non? Pardon? Patrick Mill qui fait l'un des trois qui a l'air bien aussi. Ouais. Donc non, très franchement, il y a c'est donc le Baron d'Anglars, donc Patrick Mill, très 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 bon. Justement, en fait, ils ont tous un petit peu un truc, des caractéristiques très spécifiques. Donc le Baron d'Anglars, justement, c'est un mec violent, mais qui sont très fiers de l'être. Laurent Lafitte, donc Gérard de Villefort, qui est procureur de la République et qui a tendance à se voir beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est. Je trouve que ça fonctionne bien, et en plus, mine de rien, dans ces 3 heures, t'as le temps de rester un peu avec les différents personnages, et notamment les personnages qui vont aider le Comte de Monte Cristo à se venger. Donc tu as donc Haydée, qui est jouée par Anna Maria Bartolomei, donc qui joue une grecque, mais je suis pas certain qu'elle soit grecque, mais l'idée est française et roumaine, d'accord. Et donc il y a un accent très intéressant, et parfois qui est difficile un peu à comprendre, mais il y a ce truc-là de se dire, ok, je suis un peu ces personnages-là, et quand il y a des différends entre le personnage principal et d'autres, je comprends pourquoi il y en a. Et non, moi très franchement, j'ai été assez ravi de ce que j'ai vu. Je m'y attendais pas trop, parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu pareil que Les Trois Mousquetaires, c'est-à-dire que ça soit quali, mais je m'attendais pas à ce que ça soit autant. Et effectivement, comme le dit Lactique, j'ai pas trop vu les 3 heures passer, et vous savez que moi j'aime pas trop les films trop longs. Enfin, j'ai du mal souvent à voir les films trop longs. Mais non, moi je suis ravi d'être allé le voir. Je sais que j'ai vu quelques-uns des Monte Cristo précédents,
mais j'en avais pas trop souvenir parce que j'ai pas trop de mémoire visuelle comme toi. Mais en l'occurrence, je suis très content de l'avoir revu sous cette forme-là et de se dire, ok, en France, on est capable de produire un truc pareil, ça fait plaisir. Et tu le recommandes au cinéma, j'imagine? Ouais, parce que, bah, en fait, tu t'en profites à fond au cinéma, quoi. Donc ouais. Après, effectivement, si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire, machin, n'y allez peut-être pas au cinéma. Mais par contre, je pense que ça mérite d'être vu. C'est vrai que ça s'éternisait un peu sur la dernière demi-heure. Bah ouais, mais en vrai, si tu vas plus vite, ça va peut-être un peu trop vite, quand même. Pas de spoil, pas de spoil. Mais... j'ai une dernière question, parce que c'est le truc qui revient souvent aussi avec Pierre Ninet, parce qu'il a jamais eu son vrai grand rôle. Est-ce que tu penses que c'est vraiment son truc, ou c'est son un peu rôle indépassable, ou... Ça peut, hein, ça peut. Ouais. Après, moi j'ai toujours tendance à penser que Pierre Ninet, il en a jamais vraiment fini, dans le sens où il a encore des choses à montrer. Il a un côté, genre, t'as l'impression que c'est un puissant fond de talent, tu sais, genre, je sais pas comment il fait. Toujours le titre en jeu. Et il est assez incroyable dans les deux registres, que ce soit dramatique ou comique. Et là, bon, c'est full dramatique, hein, mais ça lui va comme un gant, quoi. Et, il fait pas Thomas Pesquet. Il imite pas Thomas. Malheureusement, non. Non, mais très franchement, voilà, si vous êtes bien, enfin, si vous aimez bien un peu ces films-là, un peu d'époque. Alors, c'est pas un film de KPDP dans le sens où il y aura pas 4 milliards de bastons ou quoi que ce soit. C'est pas du tout Les Trois Mousquetaires. C'est plus un film, où on va creuser un peu le personnage, et de temps en temps il y aura une séquence d'action, mais c'est beaucoup de dialogue et c'est plus fin en fait que les Trois Mousquetaires, dans le sens où c'est aussi une vengeance d'esprit. Ouais. C'est pas une vengeance physique, et donc du coup ça donne des choses et des scènes souvent très intéressantes. Okay, moi, franchement, moi je vous le conseille si vous avez l'occasion d'aller voir. Je vais tout faire pour. Je sais pas si je vais avoir le temps cette semaine, je vais essayer. Ouais. Ils sont mes radars, mais j'ai eu trop de choses à faire. Mais carrément, mais merci beaucoup pour ta reco, elle est super. Et ça donne encore plus envie d'aller le voir, même si je pense que beaucoup d'entre nous avaient déjà envie de le regarder. Ouais, non, mais honnêtement, quand je vois les chiffres du box-office dont tu nous parles, plus de 2 millions, franchement, c'est mérité, quoi. Plus de 2 millions en 8 jours. Ça fait plaisir qu'un film comme celui-ci soit attendu et fasse son beurre. Alors, je sais qu'il lui en faut plus, hein, il lui faut 4 millions, mais honnêtement, avec ces 2 millions déjà en 10 jours, ça fait plaisir, quoi. C'est pas mal. Non, c'est trop bien. Bah, trop cool. Voilà donc pour cet épisode 55 de Pop News. J'espère que, comme nous, vous avez pris grand plaisir à nous écouter, à discuter de pop culture cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour l'épisode 56. N'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment YouTube, où vous trouverez des contenus différents et supplémentaires, notamment des débriefs, des théories autour de House of Dragon. On est vraiment à fond dans cette saison 2, donc allez-y, ça nous fera évidemment très plaisir de vous y voir, et rejoignez-nous sur Discord en attendant pour ne pas se perdre de vue, n'est-ce pas? Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.